Bon, ici, j'aimerais ça explorer une possibilité fort inusitée, hein, à mon avis, que nous offrirait encore une fois le tirage au sort. Euh, c'est une idée pour laquelle j'aurais tendance à dire que, dans l'état actuel de l'idée du moins, hein, je l'appuierais à probablement 90% ou à 85%, hein, dans le sens que j'ai quand même une certaine petite réticence moi-même sur ma propre réflexion, mais je pense que les avantages de du mécanisme qui va vous être proposé ici sont de toute évidence plus grands que les désavantages du système existant actuel. Hein, je parle du système électoral actuel. Et donc, pour organiser un peu mes idées, hein, je pense que je vais énoncer l'idée pour commencer. Puis ensuite, énoncer le problème, ensuite énoncer l'idée, ensuite discuter de comment ce système-là pourrait évoluer. Hein? Puis à un moment donné, dans cette présentation-ci, je vais me pencher aussi sur une question importante qui sont les justifications du système actuel, puis comment ces justifications-là sont un peu fallacieuses. Hein? Je ne sais pas exactement où je vais insérer ça, mais on va en discuter. Donc, essentiellement, hein, le problème qu'il y a face à nous, c'est qu'il y a dans nos systèmes électoraux, hein, dans nos régimes électoraux, une masse de plus en plus importante de personnes qui choisissent de ne pas voter. Hein. Cette masse de personnes-là, elle est tellement importante qu'elle constitue un ensemble de citoyens plus important que ceux qui ont voté pour le parti gouvernemental au Québec, hein, dans à peu près au moins 85% des élections. Autrement dit, au Québec, hein, il y a 30% des gens qui ne votent pas, hein, puis il y a 70% des gens qui votent. Et ces 30%-là, hein, représentent plus que les gens qui ont voté pour le parti qui gouverne le Québec présentement, ou probablement aussi que le parti qui l'a gouverné auparavant, puis on peut peut-être remonter assez loin dans le temps. Il y a des moments où le parti gouvernemental va avoir un score assez fort, et à ce moment-là, peut-être que ça va être proche, ça va être ex aequo à peu près, hein, ou un peu plus, un peu moins, mais que ça va être proche. Puis on peut voir que même si ça arrive, il y a quand même un problème. Hein. Il y a quand même 30% de Québécois. Le chiffre est plutôt variable selon les élections, mais à peu près une trentaine de pourcents qui n'ont aucune représentation politique. Hein. Bon, on peut parler des justifications pour dire une première chose. Il y a des gens qui vont dire que ces gens-là euh, euh, choisissent de ne pas voter, mais là, c'est un argument qui est fallacieux. Hein. C'est un argument qu'on retrouve dans les médias puis qui vous est shooté à toute sauce. Là. Puis on va d'ailleurs dire que c'est la faute de ces gens-là s'ils choisissent de ne pas voter parce qu'ils ont ce droit-là, puis il y a des luttes historiques pour acquérir ce droit-là et que ces personnes-là seraient fautives parce qu'elles ne voudraient pas rentrer dans le moule, hein, des partis politiques existants. Et il y a dans cet argument-là peut-être un certain élément de vérité, en ce sens qu'il y a des gens qui appuieraient peut-être une formation ou une autre, mais qui, un peu par lâcheté, entre guillemets, ou par tout simplement ne veulent pas se déplacer aux urnes pour aller voter. Hein. En revanche, j'aurais tendance à penser que la majorité importante, et peut-être même à peu près, mon estimation, c'est le 2 tiers de ces gens-là, en fait, choisissent consciemment de ne pas voter parce qu'elles sentent qu'elles ne sont pas, elles ne se sentent pas attirées ou représentées ou elles ne sentent pas d'affinité avec une formation politique existante. Hein? Puis donc, théoriquement, la seule possibilité qui s'offrirait à ces gens-là, ce serait de créer d'autres formations politiques qui n'auraient aucune chance d'être élues parce que ce serait probablement des formations plutôt minoritaires. Hein? On peut imaginer, là, mais bref, il y a l'argument que c'est de leur faute et puis que ces gens-là, tout simplement, se privent de cette possibilité-là. Hein? Mais dans la réalité des faits, je pense qu'il y a beaucoup plus un recul par rapport au système politique et que ces gens-là, tout simplement, ne se reconnaissent pas dans les formations politiques qui sont là. Et quand on parle aux gens, on a souvent beaucoup plus cet argument-là qui ressort que l'idée, oui, on l'a aussi, là, que l'idée que ça ne les intéresse pas ou qu'ils ne veulent tout simplement pas voter. Hein.
Et donc, pour répondre à cette problématique-là, et en particulier de cette masse, à mon avis, beaucoup plus importante de personnes dans les non-participants aux élections qui ne se reconnaissent pas dans les formations politiques, donc qui voudraient avoir une représentation politique, mais ne se reconnaissant pas, ils ne veulent pas se trahir eux-mêmes en votant pour quelqu'un ou un parti qui ne représente pas leurs idées, ou pas adéquatement. Et donc, pour représenter ces personnes-là, il y aurait une possibilité que le tirage au sort nous donne de le faire de manière assez simple. Il y a aussi par ailleurs, avant d'arriver à ça, vous m'excuserez, là, mais il y a aussi par ailleurs des personnes qui, par exemple, vont voter blanc ou vont annuler leur vote en écrivant une blague ou quelque chose de comique ou quelque chose de peut-être disgracieux sur le bulletin de vote. Et ces gens-là se retrouveraient aussi peut-être dans la proposition qui va être faite, là. Autrement dit, on inclut ici toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, refusent d'appuyer une formation politique de manière consciente. Et donc, la manière qu'on pourrait représenter ces gens-là, il y a premièrement une proposition qui a été faite et celle que je vais vous faire constitue une distinction par rapport à celle-là. Il est peut-être fair et juste et instructif de mentionner cette autre idée-là. Cette autre idée-là, c'était, j'oublie le nom de la personne, puis c'était un article spécialisé que je pourrais peut-être retracer, là, mais que je n'ai pas sous la main présentement. Et dans cette proposition-là, l'idée, c'est qu'en allant aux urnes, il y aurait une case citoyen tiré au sort. Et donc, certaines personnes cocheraient cette case-là, choisiraient donc une personne tirée au sort, d'autres personnes auraient le loisir de choisir, les autres votants auraient le loisir de choisir parmi les formations politiques qui leur sont offertes. Et à ce moment-là, supposons qu'il y a 25% des personnes qui ont choisi tirage au sort, on tirerait dans la liste électorale 25% des sièges à l'Assemblée nationale. Le problème de cette proposition-là, c'est que, en fait, il y a des gens qui se seraient prévalus leur droit de vote et qui seraient aussi tirés au sort. Et dans le contexte présentement, si la tendance se maintient, entre guillemets, si on aurait encore 70% de participation, puis disons 25 ou 30% qui appuieraient l'idée de tirage au sort, on aurait, en fait, la majorité des citoyens tirés au sort auraient aussi voté pour une formation politique. Fait qu'on peut déjà voir qu'il y a comme un problème. Autrement dit, on choisit de se délester de leur pouvoir politique en le donnant à quelqu'un d'autre. Mais en même temps, il hériterait de la possibilité d'être tiré au sort, puis donc il y aurait comme une double représentation pour ces personnes-là. Pour éviter ce problème-là, le mécanisme que je suggérais, c'est que, en fait, au lieu d'attendre l'élection pour se régler, ça se réglerait avant. Il y aurait donc deux listes au Québec. Il y aurait la liste électorale pour les gens qui ont l'intention d'appuyer une formation politique. Et ces gens-là, en s'inscrivant sur cette liste-là, seraient en train de dire, ce serait explicite, ça serait bien expliqué, qu'ils ont l'intention de voter pour une formation politique. Et qu'en s'inscrivant sur cette liste-là, elles ne peuvent pas s'inscrire sur l'autre. Et vice-versa, bien sûr, si on s'inscrit sur la seconde liste, on ne pourrait pas s'inscrire sur la liste électorale. Et la seconde liste, on pourrait appeler ça la liste des tirés au sort, entre guillemets. Là, on pourrait peut-être trouver une meilleure appellation, peut-être la liste des citoyens ou des citoyens indépendants, quelque chose comme ça. Et que dans cette liste-là, des personnes qui veulent avoir, dans cette seconde liste-là, donc les gens signifieraient en s'inscrivant qu'elles veulent avoir une chance, comme les autres citoyens et citoyennes inscrits sur cette liste-là, d'être tirés au sort elles-mêmes. Et donc, il n'y aurait pas un dédoublement comme dans l'autre proposition que je viens de vous expliquer. Autrement dit, on choisirait une liste ou l'autre. Et après, un petit peu avant l'élection, disons jusqu'au moment où on ferme la liste électorale, où on ferme les deux listes, on déterminerait le pourcentage dans chacun. Et supposons qu'on a 20% qui sont dans la liste des tirés au sort. Donc, 20% des sièges seraient tirés au sort parmi ces gens-là et ces gens-là intégreraient l'Assemblée nationale. Et puis, parmi les 80% restants, parmi les élus, il y aurait l'élection qui se produirait et là, ces 80% de sièges-là seraient distribués en fonction des votes qui leur sont attribués dans le cadre électoral.
Et donc, ça permettrait de cette manière-là de régler ce grand problème-là qui est croissant, qui est immense dans un pays comme les États-Unis, puis qui augmente partout, de la non-représentation politique des personnes qui ne se reconnaissent pas à l'intérieur du système électoral et notamment à l'intérieur des formations politiques et des options politiques qui leur sont offertes. Et à partir de ça, là, il y a comme deux réflexions un peu spéculatives qui doivent être faites. La première, c'est combien de gens aimeraient se réclamer de ce droit-là. Puis là, je suis en train de sourire en le disant parce que peut-être que ce serait plus important qu'on peut imaginer. On peut penser qu'au début, peut-être que 20% de la population s'en réclamerait, en ce sens que s'il y a 30% qui ne votent pas, qu'un bon 2/3 de ce groupe-là choisirait d'avoir au moins une chance d'être eux-mêmes représentés, ou sinon d'avoir un autre citoyen avec des idées un peu similaires qui veut être représenté. Enfin, similaire, pas nécessairement, mais qui est un peu dans la même catégorie. Et on peut imaginer à un moment donné que il y aurait peut-être de plus en plus de citoyens qui, après qu'on mette le système en place, qui auraient peut-être tendance à appuyer ce système-là. Peut-être 20% au début, après quelques élections, peut-être 30%, puis peut-être même éventuellement 40%. Si on regarde les États-Unis présentement, on peut voir assez facilement que c'est dur à évaluer parce qu'il y a à peu près la moitié de la population qui ne vote pas. Fait que combien de ces gens-là, quelle fraction de ces gens-là voudraient être sur cette liste-là? Ils n'ont pas grand-chose à perdre en s'y mettant. Ils ont juste quelque chose potentiellement à gagner personnellement. Là. Et donc, c'est difficile de spéculer sur combien de personnes se mettraient sur cette liste-là, mais on peut imaginer, encore une fois, au moins une majorité significative des personnes qui présentement ne votent pas. Ce qui voudrait dire que les gens et qui émaneraient de cette liste-là seraient potentiellement, presque très probablement, plus importants que les deux formations politiques aux États-Unis qui existent présentement. Donc, on introduirait un genre de troisième élément qui pourrait être dans un cas extrême majoritaire, mais qui, s'il n'est pas majoritaire, va probablement tendance à être ce qu'on appelle pluralitaire, en ce sens qu'il y aurait plus de personnes dans cette situation-là que de personnes qui appuient une des deux autres formations politiques. Et donc, ceci nous amène au deuxième élément spéculatif, mais là, on est en train d'explorer ce qui pourrait se passer, mais c'est important de le faire pour un peu comprendre vers où on se dirigerait si on mettrait ça en place. C'est que, puis là, l'autre spéculation, c'est comment que ça se passerait en chambre. Comment que ça se passerait à l'intérieur du Congrès américain ou du Parlement québécois ou de l'Assemblée nationale au Québec en particulier. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir des citoyens comme ça qui soient là? Là, évidemment, les deux questions sont interreliées. Le plus qu'on en a, le plus que le changement sera important. Mais ce qui est absolument certain, c'est que il serait de plus en plus difficile pour une formation politique. Là, ça dépend de quel mode de scrutin on met en place aussi en passant. On est dans une logique proportionnelle ici, là. Mais ce serait très difficile pour une coalition gouvernementale, une coalition de partis, ou pour une coalition ou pour un parti unique, là, ou un seul parti, d'obtenir 50% des sièges. Ce serait pratiquement impossible. Parce que s'il y avait seulement 20% des citoyens qui choisiraient d'être sur la liste, ça voudrait dire que pour avoir 50% des sièges à l'Assemblée, il faudrait qu'il y ait, disons, 5/8 des votes. Et 5/8 des votes, c'est à peu près 62%. C'est rare qu'un parti politique a 62%, puis c'est plutôt fréquent présentement, du moins, qui ont dans les 30-40%. Pour les formations les plus fortes en termes de représentation dans une assemblée élue. Et donc, ce serait pratiquement impossible de gouverner sans coalition, et ce serait ou sans avoir l'appui de ces 20%-là. Dans un régime proportionnel où cette proposition-ci s'insère d'ailleurs de manière plus logique, là, dans un système proportionnel,
on aura encore une fois la même chose. Hein, donc là, on parle plus de coalition gouvernementale, mais une coalition qui aurait 50% des votes n'aurait que 40% des voix dans la Chambre. Et donc, qui devrait aller chercher au moins une majorité d'appui pour leurs initiatives législatives dans cet autre 20%-là. Fait qu'on peut voir que juste avec 20%, ça bouleverserait le jeu politique énormément. Hein? Et que si on augmentait ce pourcentage-là, ne serait-ce qu'un peu, de 5% à 25%, ça le bouleverserait encore davantage. Et si on augmente à 30%, ce serait fort cataclysmique en termes pas en termes négatifs nécessairement, mais en termes de changement à l'intérieur du régime électoral lui-même. En ce sens que s'il y avait 30% des citoyens qui décidaient d'être sur la liste au lieu de donner leur pouvoir politique à une formation politique, cette masse-là constituerait un incontournable à l'Assemblée nationale. Et donc, ça changerait profondément notre système politique. Je ne suis pas certain que dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel des choses, c'est même pas possible d'imaginer ça. Allez surtout pas proposer ça à un député, il va pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Mais dans un système politique où le tirage au sort est plus utilisé, dans un système politique où le système électoral a été réformé aussi pour le rendre plus représentatif de ce que la population veut, notamment au Québec, peut-être probablement en mettant en place un système proportionnel qui pourrait avoir d'autres caractéristiques à part la proportionnalité, mais entre autres celle-là. Bien sûr, la donne sera un peu différente. Peut-être que plusieurs personnes se reconnaîtraient dans le système politique, puis que les taux de participation, puis la volonté de concéder son droit, son pouvoir citoyen à un élu augmenterait, mais un peu. Mais j'ai quand même tendance à penser qu'il y aurait toujours une partie importante de citoyens qui veulent demeurer indépendants. Et donc qui se réclameraient davantage de la liste de personnes tirées au sort. Et donc, on peut voir que ça aurait tendance à profondément bouleverser le système politique. Ceci pour dire que j'imagine davantage cette mesure-là dans un régime déjà un peu réformé d'autres manières. Et comme je l'ai dit, pour parler des avantages, des désavantages, le désavantage, personnellement, là c'est un point de vue personnel, mais qui, à mon avis, c'est un désavantage. Je ne suis pas très partisan des assemblées mixtes, comme celle que je suis en train de proposer. Vous allez me poser la question, et pourquoi tu es en train de le proposer si tu n'es pas partisan de ça? Et là, ça m'amène à l'avantage flagrant et évident de ce système-ci, c'est que malgré tout, ça permet quand même une excellente représentation de la population, et notamment, ça permet de ne plus exclure ces personnes-là du système politique parce qu'elles ne se reconnaissent pas à l'intérieur de ce système-là. On reconnaît qu'elles ne se reconnaissent pas, et on leur donne la possibilité donc d'être représentées autrement. Et je pense que le gain, l'avantage dépasse de loin le désavantage potentiel de mélanger les deux types de mécanismes à l'intérieur d'une même assemblée. Ceci étant dit, je suis bien conscient qu'il y aurait nécessité d'avoir une discussion plus large sur la question, mais encore une fois, c'est un type de possibilité qui couvrirait l'utilisation du tirage au sort dans nos systèmes politiques. Et quand même, je peux me permettre peut-être de terminer sur l'idée centrale, c'est que de mettre ça en place créerait un bouleversement politique dans le système électoral lui-même quand même fort significatif. Entre autres, ces citoyens-là pourraient un petit peu servir de caisse de résonance par rapport au reste de la population, puis pourraient, en ayant souvent la balance du pouvoir, pourrait bloquer beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'intérêt des citoyens, puis aurait donc, en n'ayant pas d'attache politique, serait un petit peu libre de prendre des décisions rationnelles et de pouvoir donc aller dans le sens des intérêts de la population en général. C'est assez fascinant d'imaginer qu'est-ce qui se passerait si on mettait ça en place, pour être franc. On pourrait même imaginer
je me permets de rêver un peu, hein, mais imaginons que ça soit mis en place aux États-Unis, tu sais, puis qu'il y ait une élection, puis que, suivant la logique, bon, tu sais, ces gens-là ne forment pas une formation politique, mais, bon, pas aux États-Unis, en fait, ça ne marcherait pas là-bas, mais dans un système, excusez-moi, parlementaire, hein, où il y aurait, disons, plus de 50% des gens qui seraient sur la liste, où il y aurait une pluralité tellement importante que finalement, cette masse-là formerait le plus gros corps à l'intérieur de l'Assemblée nationale ou du Parlement élu, hein, et donc, ou de l'Assemblée élue à l'intérieur du Parlement, et donc que ces gens-là pourraient décider de choisir un premier ministre ou d'imposer, ou tu sais, ça, cette question-là se poserait d'ailleurs à l'intérieur du régime qu'on est en train de parler, même s'il y avait juste 20%. En ce sens que quand les partis arrivent après une élection proportionnelle, hein, il faut qu'ils forment une alliance. Et cette alliance-là a comme objectif de gouverner, et pour la former, il faut avoir 50% d'appui dans la Chambre. Hein. Si, pour avoir ce 50%-là, ils ont besoin d'avoir une fraction importante de ces gens-là indépendants. Hein. Ces gens-là indépendants, en tant qu'atomes libres, ou peut-être aussi en se mettant avec d'autres personnes, ils pourraient former comme une masse de 20% ensemble, puis dire on va voter ensemble. Ils pourraient décider de faire ça, mais là, c'est libre à eux ou à elles de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que si cet appui-là est nécessaire, hein, ils vont avoir leur mot à dire pour savoir qui va être la personne qui va former l'exécutif. Et si cette masse de citoyens-là était la composante la plus importante d'une coalition gouvernementale, c'est eux, en fait, qui auraient le dernier mot. Hein? Ben, c'est-à-dire que c'est eux qui auraient le gros bout du bâton à l'intérieur de la coalition, dans la mesure où cette masse-là, d'une certaine manière ou d'une autre, intégrerait une coalition, ou qu'une partie de cette masse-là le ferait. Et donc, on aurait une situation un peu inusité, hein, où ces gens-là seraient ceux, parce qu'ils sont la composante, une des composantes les plus importantes à l'Assemblée, qui décideraient finalement, où il y aurait un gros bout du bâton dans le choix de l'exécutif. On peut imaginer là, que, suivant cette logique-là, que ça changerait quand même substantiellement le système politique. Bon, ceci étant dit, il y a certainement d'autres propos qui devraient être faits par rapport à un système comme celui-là, hein. Parce que là, on se ramasserait dans une situation, entre autres, fort différente de ce qui existe présentement. Hein. Un des avantages des partis, c'est qu'ils ils forment un tout puis ils votent ensemble. Et donc, en mettant deux partis qui ont 50, on sait qu'on peut former une coalition stable puis gouverner. Dans ce cas-ci, il y aurait peut-être une question par rapport à l'instabilité que ça poserait, potentiellement. Hein. Et ça peut être une question suffisamment importante pour se permettre de... Bon, tu sais, ça dépend aussi des traditions politiques qu'on déciderait de se doter en mettant en place une option comme celle-là. Par exemple, hein, ça pourrait être un peu la tradition de ces gens tirés au sort-là de rester indépendants à l'intérieur de l'Assemblée, de laisser les partis former le gouvernement, hein, puis donc un peu ils pourraient donner un appui, mais en gros leur laisser faire, tu sais, puis servir un peu plus de contrepoids. Hein? Mais là, ce serait aux habitudes, puis à la tradition, puis aux coutumes qui se développeraient sur la base d'un système comme ça, de nous dire si c'est la voie que ces citoyens-là décideraient de suivre. Hein? S'ils feraient ça, là, on pourrait penser qu'il y aurait un système plus stable, mais avec un contrepoint important à l'Assemblée, et que ce gouvernement-là doive tenir compte, hein, des intérêts qui sont représentés par ces citoyens-là. Donc, ceci pour dire qu'il y a quand même, ce type de question-là aussi qui doit être posé de manière absolument franche, là, pour, disons, déterminer si un système comme ça serait fonctionnel ou désirable. Hein. Avant d'y arriver, j'aurais tendance à insister sur l'importance de réformes majeures à l'intérieur du système électoral. Hein. Ça consisterait à une réforme importante, ça aussi, bien sûr, mais de faire en sorte, autrement dit, que le régime électoral colle davantage à la volonté des citoyens, hein, et des citoyennes. Et de cette manière-là, si on mettait en place ça, hein, il y aurait toujours une incidence sur le système, mais elle serait peut-être moins
critique. Hein? Il y aurait moins de possibilités d'instabilité en ayant cet élément-là à l'intérieur du système. Mais bon, autrement dit, il faudrait peser tous ces arguments-là, puis ces options-là et ces possibilités-là pour déterminer si cette option-là est finalement désirable, hein, pour le corps politique dans son ensemble. Il y a un autre, je me permets de l'aborder ici, mais il y a une autre situation un peu différente qui se pose aussi, qui est celle d'un régime présidentiel. Hein. Dans un régime présidentiel, l'exécutif est élu directement, et donc l'exécutif est stable, il ne bouge pas. Tu sais. Mais là, si on avait ce système-là, notamment aux États-Unis, tu sais, là, c'est une question théorique qui concerne moins les Québécois, mais si jamais on adoptait un système présidentiel, la question se poserait peut-être aussi. Hein. La grande différence, hein, c'est que là, on aurait, en ayant un exécutif stable, stable, d'une certaine manière, on règle un problème, hein, mais pour mettre en place, hein, son programme politique, cet exécutif-là devrait convaincre la Chambre, finalement, y compris cette masse plus ou moins importante de citoyens-là, selon les cas, hein, de la bonne direction que ce gouvernement-là est en train de suivre. Hein. Et donc, ce que ça voudrait dire, hein, c'est que c'est qu'il faudrait, dans bien des cas, avoir un pied à terre à l'intérieur de ce camp-là, hein, de ce camp de citoyens-là. Bien sûr, il y a une autre grande question qui se pose au-delà de tout ça, d'une certaine manière. Hein. Puis là, je pense que ça va être difficile d'y répondre ici, mais c'est une question qui, un peu on leur relèguerait à la postérité. Mais quelle serait finalement l'idéologie politique ou quel type d'intérêt ou de vision est-ce que ces gens-là représentent à l'intérieur de la société? Hein? Et là, c'est dur de le dire. Et c'est peut-être... c'est pas évident, du moins, tu sais, juger de quelle tendance politique serait là. Hein? Et c'est clairement pas évident, à mon avis, que ce groupe de citoyens-là serait uni, peut-être. Peut-être qu'ils pourraient se dire en arrivant, tu sais, il y a les partis qui votent en bloc, nous aussi, on va voter en bloc. Mais ça, c'est une question de coutume politique. Tu sais. Il y aurait fortement la possibilité, ou s'il y aurait une possibilité assez forte, à mon avis, qu'il y ait au moins deux camps à l'intérieur de ces citoyens-là, puis qu'il y en a un qui se dise, nous, on va dans tel sens, puis l'autre se dit, nous, on va dans tel autre sens. Hein. Et donc, selon les cas, hein, puis ça pourrait changer selon les élections, puis selon comment ces citoyens-là se sentent ensemble, hein, selon les cas. Évidemment, en faisant ça, en se divisant, ils diluent leur poids respectif. Hein, ils s'empêchent finalement d'avoir un poids qui est très fort, mais si leurs opinions politiques sont tellement différentes qu'ils ne peuvent pas s'entendre, ça serait nécessaire de le faire. Et donc, hein, selon les circonstances, là, on aurait des situations fort différentes. D'où peut-être là l'avertissement que j'ai donné au début de la présentation, si je n'ai pas oublié de le faire, qu'il s'agit un peu d'une idée théorique, hein, plus d'une idée potentielle qui serait peut-être explorée. Par ailleurs, hein, peut-être terminer là-dessus, là on a parlé de comment cette idée-là pourrait fonctionner à l'intérieur d'un système politique, donc d'un système électoral national, hein, ou provincial ou à une grande échelle. Il ne serait pas inintéressant d'explorer comment cette même idée-là pourrait être appliquée ailleurs, hein, dans d'autres systèmes où on utilise les élections, et comment ça pourrait peut-être servir. Par exemple, il y a une idée que j'ai jamais explorée, mais qui me vient à l'esprit, ceci étant dit, hein, si on utilisait un système comme ça dans les élections municipales, on aurait certainement des conseils municipaux fort différents. Parce que dans le système municipal, il y a très, très, très peu de personnes qui votent pour des formations politiques. Il y a très peu de personnes qui se déplacent pour aller voter. C'est des taux dérisoires comme 25%. Et puis donc, si on offrirait cette possibilité-là aux citoyens, est-ce que les citoyens décideraient de se mettre à 75% sur la liste
puis de croiser les doigts, entre guillemets, pour être tiré au sort, ou d'avoir quelqu'un d'autre qui est tiré, puis qui représente un peu leurs intérêts aussi. Et si c'était le cas, s'il y avait une masse importante qui se disait, bon, on va se mettre sur la liste, ça voudrait dire que là, le conseil de ville à Montréal, à Québec, puis partout ailleurs, finalement, serait avec une masse de citoyens, puis quelques représentants de partis. Fait qu'on aurait un système fort différent, encore plus différent là qu'au niveau national. Puis donc, ensuite, il y aurait certainement d'autres organisations qui pourraient se poser la question aussi, qu'est-ce qui arriverait si on mettait ça en place. Ceci étant dit, je me permets un peu à la bonne franquette de lancer l'idée puis de vous laisser l'explorer, puis peut-être laisser réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer ailleurs. Mais il me semble du moins que pour régler ce grand problème-là de la non-représentativité du système électoral lui-même, en ce sens qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans les partis politiques, que cette possibilité-là me semblerait intéressante pour y répondre. Puis j'ose dire qu'il y aurait un jeu politique qui serait intéressant de regarder aller. Peut-être qu'il faudrait en arriver à avoir certains aménagements. Mais il y a clairement un jeu politique qui serait fort changé et on n'aurait pas des partis aussi bien assis sur leur siège, pour faire un beau jeu de mots, à l'Assemblée nationale. En ce sens qu'il y aurait toujours ce groupe d'électrons libres, de citoyens-là, qui, selon les cas, pourraient aller dans le bon sens, dans le sens des intérêts, donc comme eux représentent pour les intérêts du peuple, mais qu'eux se donnent des intérêts du peuple, mais autrement dit, qui pourraient peut-être appuyer le gouvernement sur une question, mais appuyer l'opposition sur l'autre. Puis donc servir un peu là, de contrepoids puis de présence citoyenne, finalement, à l'Assemblée nationale. Donc, ceci étant dit, écoutez, j'ai fait ma part, faites la vôtre, puis réfléchissez un peu comment on peut mettre un système comme ça en place.